Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être fatigué au volant de votre véhicule? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe des études qui ont été faites en Amérique du Nord qui ont regardé dans le détail l'impact de votre manque de sommeil sur l'augmentation de l'accidentologie au volant. Et c'est assez flagrant de se rendre compte qu'avec 5 à 6 heures de sommeil seulement, c'est l'équivalent de rouler avec 0,8 g d'alcoolémie, donc au-dessus de la limite minimum autorisée. Si vous avez dormi moins de 4 heures, dans ce cas-là, c'est 1,2 à 1,5 g, l'équivalent alcool dans le sang. Donc on est 3 fois au-dessus des limites autorisées. Et si ça fait plus de 18 heures que vous êtes éveillé, c'est 0,5 g. Si ça fait plus de 21 heures, 0,8 g. Il existe donc dans l'aviation des règles d'amplitude qui sont extrêmement réfléchies, mais certains pays, certaines compagnies ont des règles différentes. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé avec le vol Fly Dubai 981 et la raison pour laquelle je vous parle de fatigue, c'est parce que le commandant de bord, un chypriote de 37 ans qui s'apprête à avoir son premier enfant, a donné sa démission et s'apprête à quitter la compagnie pour rejoindre Ryanair basé à Chypre, principalement à cause d'une fatigue excessive. Il est épuisé par son rythme de travail. Il a volé 78h36 sur court courrier dans les 28 derniers jours. Il a fait 843 heures de vol, encore une fois sur court courrier, dans les 12 derniers mois, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, si vous voulez prendre les commandes, que vous voulez peut-être pas faire du 737, mais que vous voulez réfléchir d'un point de vue stratégique à la guerre moderne, notre partenaire, c'est ceux qui nous accompagnent depuis maintenant plusieurs années, Conflict of Nations. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP, ce qui signifie player versus player, donc joueur contre joueur, des humains, en temps réel, gratuit. Vous pouvez choisir un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle, donc l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la France, et combattre jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui du coup peuvent durer des semaines. Vous verrez, ça prend beaucoup de temps de déplacer des unités au travers d'un grand pays. Utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, vous aurez des chars, des avions, des navires, et vous pourrez déclarer la guerre à vos voisins ou décider de forger des alliances avec d'autres joueurs, et bien sûr vous pourrez retourner votre veste. Vous choisissez votre propre stratégie, vous engagez dans des batailles épiques et vous partez à la conquête du monde où vous essayez de vous défendre. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on peut recréer de nombreux conflits et en ce moment vous pouvez jouer sur PC et mobile et vous obtenez un cadeau exclusif. Vous pouvez obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. C'est disponible pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien. Et vous allez voir, cette fatigue accumulée, ajoutée à une approche par mauvaise visibilité sur un terrain russe en plein milieu de la nuit, va se révéler catastrophique. Jingle. Roger ball. Nous sommes le 19 mars 2016. Un 737-800 de la compagnie Fly Dubai a décollé de Dubaï et doit rejoindre Rostov-sur-le-Don. C'est un vol classique qui va durer plusieurs heures. Et donc ce commandant de bord chypriote, il a 6000 heures de vol, 4905 sur 737. Il est commandant de bord depuis 18 mois et comme je vous l'ai dit, c'est un de ses derniers vols dans la compagnie aérienne. Son copilote, 36 ans, 5700 heures de vol, dont 1700 sur 737, est espagnol. Il a rejoint Fly Dubai depuis 3 ans et avant ça, il a fait de l'aviation régionale en Espagne. Il a volé sur Cessna 421, sur ATR 42, ATR 72 et lui également a beaucoup d'activités dans les 28 derniers jours. Il a 80 heures et 784 heures dans les 12 derniers mois. Pour les deux, c'est le premier vol vers Rostov, vers cette ville en Russie. Et pour le copilote, c'est son premier vol vers la Russie tout court. Russie qui ne fonctionne pas en pied, mais qui fonctionne en mètres. Vous devez donc en permanence faire des calculs pour ramener le vent donné en mètres par seconde en nœuds et l'altitude de clearance donnée en mètres en pied. Ça vous rajoute de la charge de travail dans le cockpit.
La compagnie Fly Dubai, c'est 79 aéronefs. Elle dessert plus de 114 destinations. Elle a été créée en 2008 et directement d'entrée de jeu, ils ont commandé 50 Boeing à Farnborough. Le chef de Fly Dubai est en fait le même chef qu'Emirates. C'est la version low cost, court et moyen courrier, basée à l'Émirat de Dubaï. Ils font une multitude de vols, que ce soit à Beyrouth, que ce soit la Jordanie, et ils ont eu une croissance assez rapide. En 2013, ils continuent leur développement, ils achètent des nouveaux aéronefs et ils passent leur cabine en biclasse. Vous avez 12 sièges business devant et ensuite l'économie en place arrière. Il faut savoir que durant l'interdiction de vol des 737 MAX, il y a eu un règlement à l'amiable entre Boeing et Fly Dubai car ils ont été très incapacités. Ils avaient plus de 220 aéronefs des MAX en commande et il y a donc eu cet accord secret. En 2020, il y a eu la première liaison entre Dubaï et Tel Aviv, c'est Fly Dubai qui l'a réalisé. Et on peut voir grosso modo, ils ont une flotte de 37 737-800, donc ce sont des NG, on va en reparler. Ils ont 46 MAX, des MAX 8, mais ils en ont 20 de plus en commande. Ils ont 3 MAX 9, la version encore plus longue avec 67 en commande. Et ils ont également du MAX 10 avec 50 en commande. Ils veulent donc faire du moyen plus courrier avec ces MAX. Donc à l'heure actuelle, 79 aéronefs et 137 en commande quand même. Le seul souci qu'ils ont eu avant 2016, c'était le 26 janvier 2015, un 737-800, le vol 215 qui fait Dubaï-Bagdad avec 154 passagers à bord, qui se fait tirer dessus à l'arme légère lors de son approche à Bagdad. Heureusement, personne n'avait été blessé ce jour-là. Le 737-800, dit le NG, la grosse compétition de l'Airbus A320, on peut prendre entre 169 et 189 passagers, ça dépend des configurations. Le premier client à l'export a été TUI, le premier vol c'était 94, première mise en service 1998 pour cet avion, qui consomme grosso modo 3200 litres par heure pour croiser à Mach 0,79. Il y en a environ 5000 qui ont été livrés, c'est absolument énorme, des 737-800. Ryanair en a plus de 400, donc si vous prenez Ryanair, c'est généralement ce type d'aéronef que vous allez prendre. Quelle est la différence entre les 800 et les vieux 737? Eh bien, c'est au niveau de la forme de l'aile, au niveau de la masse, au niveau du cockpit, qui est devenu un glass cockpit. Certaines versions, comme celle de Fly Dubai, ont même des head-up display, des visualisateurs tête et haute. Dans le cas de ce vol en 2016, il n'y a que le commandant de bord qui a la visualisation tête et haute. Et vous avez une remotorisation avec le CFM56, Cocorico, c'est français. Toute la famille des NG, c'est donc des 737-600 à 900, ça vous permet de prendre entre 108 et 215 passagers. Et la famille globale, pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, en juillet 2023, c'est 7124 aéronefs commandés et 7105 livrés. Donc maintenant, c'est les MAX qui sont livrés et commandés. On est sur une masse à vide de 41 tonnes et une masse max aux alentours des 79 tonnes avec des petites variantes en fonction des avions. L'avion va s'écraser ce jour-là, il a 5 ans, il a fait son premier vol le 21 décembre 2010 et il a été livré à Fly Dubai environ un mois après, le 24 janvier 2011. Il a 8 heures d'autonomie au moment où il décolle et il va faire 6 heures de vol avant de se crasher et sa VTH, sa visualisation tête haute, c'est Collins qui fabrique ça et c'est un modèle 4000. Nous avons parlé de l'équipage, je vous ai pas donné la limite dans les 28 jours en termes d'amplitude horaire. Pour le vol chez Fly Dubai, eh bien c'est 100 heures sur 28 jours. Donc sur du court courrier, on ne fait pas semblant. Je vous rappelle que ça ne compte pas le temps au sol de préparation. Ils ont également un temps de service, de duty, qui est beaucoup supérieur. Voilà, donc ils regardent à la fois le temps de duty, de service et le temps de vol. La météo ce jour-là, elle n'est pas terrible. Il y a un front qui est en train de passer sur la Russie. Vous avez 2000 pieds de plafond, mais c'est surtout le vent qui pose souci. Un vent qui est très turbulent, qui est très instable. Il y a même un SIGMET. Le SIGMET, c'est Significant Météo, la météo significante. Et il y a toute une zone au niveau du terrain d'arrivée où il y a des turbulences sévères. Donc il y a différentes catégories de turbulences. Turbulence sévère, c'est la plus haute. Quand vous voyez turbulence sévère, vous savez que vous allez vous faire secouer et que ça va forcément avoir un impact sur vos vitesses d'approche, sur le confort pour vos passagers et surtout, il y a des risques de wind shear. Le wind shear, c'est le cisaillement de vent.
Alors, qu'est-ce que c'est que le cisaillement de vent? Essayez d'imaginer que quand vous êtes, on va dire, en moyenne altitude et que vous voulez descendre pour vous poser sur le terrain, vous allez passer sur des strates d'altitude. Et si vous voulez vous faire une image visuelle, essayez d'imaginer que chaque tranche d'altitude est un tapis roulant. Et vous allez devoir passer d'un tapis roulant à l'autre. Donc un peu comme si vous pouviez traverser des tapis roulants. Chaque tapis roulant va à une certaine vitesse, le vent à cette altitude-là. Vous êtes à, on va dire, 10 000 mètres. Le vent est à 100 km/h, votre tapis roulant est à 100 km/h. Vous marchez à 600 km/h dessus, ça ne vous pose aucun souci. Maintenant, vous voulez passer au tapis roulant d'en dessous. Et là, maintenant, il est à 80 km/h. Prenez donc une petite variation de vitesse. Et c'est comme ça tout le long. Et le problème du wind shear, c'est quand vous avez un tapis roulant, par exemple, vous êtes en approche à 250, un tapis roulant qui va à 50 dans une direction, et là, eh bien, en fait, d'un coup, le tapis roulant d'après va dans une autre direction, et peut-être à 40 km/h, et d'un coup, vous prenez 90 km/h de changement. Vous doutez bien que si vous essayez de passer d'un tapis roulant à l'autre, qui vont à des vitesses différentes, dans des angles différents, ça peut poser des soucis, et c'est exactement ça, le cisaillement de vent. C'est une discontinuité dans la masse d'air, si on peut dire. C'est comme des courants en mer, des fois, vous voyez, c'est limite de courant, c'est la même chose, mais avec le vent. Donc, vous pouvez vous faire surprendre, et pour ce qui est de votre aéronef, ça va gêner sa sustentation, sa capacité à voler, à maintenir des paramètres stables. Or, dans l'aviation de ligne, nous voulons des approches stabilisées avec des éléments bien stables pour assurer la sécurité de nos passagers et de la mise en œuvre de l'aéronef. Si vous n'arrivez pas à avoir des paramètres stables, s'il y a trop d'écart de vent, s'il y a du cisaillement de vent, c'est dans nos procédures qu'il faut remettre les gaz et soit se mettre en attente, retenter sa chance, ou alors se dégager, se dérouter, aller sur un autre terrain. Donc il y a différents moyens pour détecter les cisaillements de vent. Vous avez les terrains, les aéroports qui ont des systèmes pour le détecter. Vous avez votre avion qui a un radar météo, et ce radar météo, de manière prédictive, va regarder, va scanner, va envoyer des ondes de vent, et il va voir, il va détecter des changements dans la vitesse du vent, et il va donc savoir vous dire attention wind shear ahead, attention cisaillement de vent devant toi, auquel cas vous devez remettre les gaz, interrompre votre approche. Et il y a également un autre système qui regarde votre vitesse sol, qui va comparer la vitesse de l'avion, la vitesse indiquée avec votre vitesse sol, et qui va savoir dire, oula, là il se passe des choses bizarres au niveau de ta vitesse sol, d'un coup tu te mets à te faire bouger bizarrement par rapport au sol, c'est donc qu'il y a des masses d'air bizarres autour de toi, tu subis des variations de vent, wind shear, et là encore une fois, on remet les gaz. Pour sortir d'un wind shear, il y a eu des accidents aux États-Unis, depuis il y a eu des retours d'expérience, vous maintenez votre configuration, et vous mettez les gaz à fond et vous allez chercher la bonne attitude en maintenant la configuration que vous avez. Vous n'essayez pas de commencer à changer la configuration. La première raison, c'est que comme ça vous focalise sur le pilotage. Ça vous touche à rien d'autre. Wind shear, c'est bête et méchant, je pilote l'avion. Je ne m'amuse pas à rentrer le train, à faire 40 trucs. Je pilote l'avion. Ensuite, l'autre raison, mais personnellement, je pense qui est moins importante, qui est juste en dessous, c'est pour éviter des traînées supplémentaires. Par exemple, si vous rentrez le train, vous pouvez avoir des trappes, tout ça. Mais la grosse raison, c'est le wind shear. Ça se respecte, on met plein gaz, on pilote l'avion, on gère la trajectoire. Une fois qu'on s'est écarté du sol, que tout va bien, là maintenant, on peut faire autre chose. Ça permet également au copilote de vous assister. Alors, en fait, on parle de pilot monitoring, celui qui n'est pas les commandes à ce moment-là, celui qui surveille. Il va également, plutôt qu'avoir la tête dans la cabine à changer la configuration de l'avion, il va être disponible pour s'assurer que vous prenez la bonne attitude. Bref, on essaye de faire simple. Vous vous rappelez Kelly Johnson, KISS, Keeping Simple and Stupid, c'est exactement ça. Wind shear, remise des gaz simple. Remise des gaz normale, vous devez rentrer le train, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est un gros point, et vous allez voir, les pilotes se doutent qu'il risque d'y avoir du wind shear, et c'est ce qui risque de les amener à l'accident. Le vol est prévu de décoller de Dubaï à 21h45. L'avion est arrivé en retard, ils partent donc avec 35 minutes de retard. Vous remarquerez d'ailleurs souvent que dans l'aviation, si vous prenez un vol tôt le matin, il a plus de chances d'être à l'heure qu'un vol tard le soir. Vous cumulez le retard accumulé pendant la journée. 22h20 décollage, ils sont prévus d'arriver à 1h20 local en Russie. Et dans les minutes un petit peu avant leur arrivée, il y a plusieurs avions qui sont posés, 2 avions qui se sont posés en Russie, 20 minutes avant eux pour être précis. L'équipage fait son approche, et là,
eh bien, ils découvrent qu'il y a un wind shear ahead. Ils décident donc de remettre les gaz. Ils font une remise des gaz en appliquant la procédure wind shear. Ils remontent, ils vont se mettre en attente. Un autre aéronef, un aéronef d'Aeroflot, tente de se poser. Il va faire plusieurs remises des gaz avant de se dégager à Krasnodar. Pendant ce temps-là, eh bien, l'équipage attend. Il débriefe sa remise des gaz, parce que vous allez voir, il y a des choses à dire sur la première remise des gaz, notamment un dépassement de vitesse au niveau des volets, qui va avoir un gros impact sur l'état d'esprit du commandant de bord. Et il décide, au bout d'un moment, eh bien, de se représenter. Après environ 2 heures d'attente, il se représente pour une percée. Et lors de cette deuxième présentation, la vitesse de l'avion n'arrive pas à être stabilisée, il n'y a pas d'annonce wind shear, mais il faut une remise des gaz. Remise des gaz qu'ils effectuent non pas comme une procédure wind shear, mais comme une remise des gaz classique, ce qui va créer un flottement en termes de leadership dans le cockpit, ce qui va amener le copilote à commencer à rentrer le train, rentrer les volets, et le commandant de bord à perdre toutes ses capacités de base de pilotage, à se retrouver à être derrière l'avion, à ne pas réussir à gérer la trajectoire de l'avion, pour in fine finir 45 degrés nez bas, à plusieurs centaines de kilomètres heure, et venir taper le seuil de piste. Alors nous allons revenir après dans le détail sur tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a énormément de choses à débriefer. On va essayer de faire simple, on va essayer de vulgariser, mais au final, donc l'avion s'écrase sur le seuil de piste. Une enquête forcément est lancée, plus de 50 enquêteurs russes, vous avez également des Américains, vous avez des Français, vous avez des Émiratis. Le 29 mars, donc quelques jours après l'accident, ils se rendent compte que ce n'est pas la faute de l'avion. L'avion était en parfait état et a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et le 20 avril sort le premier rapport. Il est intéressant de noter que le crash a eu lieu à minuit 42, qu'à 44, l'alarme est lancée, qu'à 45, les services de secours de la ville sont alertés également, qu'à 48, le service de santé de la ville est également alerté. Vous avez seulement quelques minutes après, à minuit 50, le feu qui est contenu, et vous avez un total de 72 personnel de premier secours qui arrive sur zone, et le lendemain à 14 h, c'est 900 Russes et 200 véhicules qui sont mobilisés pour nettoyer la zone et permettre la rouverture du terrain de Rostov, terrain qui sera rouvert le 21 mars à 6 h du matin, quelques heures seulement après l'accident. Alors, juste pour la petite côté prise de recul, Rostov-sur-le-Don, ça a été fondé en 1749. Vous en avez forcément entendu parler ces derniers temps, puisque ça a fait la une avec, eh bien, le groupe Wagner. C'est dans l'ouest de la Russie. Le Don, c'est une rivière extrêmement longue. Ça veut dire rivière d'ailleurs en langue scythe. C'est une rivière qui commence au sud de Moscou et qui finit dans la mer d'Azov. Et donc Rostov-sur-le-Don, c'était en 2016 1,1 million d'habitants, la 10e ville de Russie, et c'est en quelques kilomètres de la mer d'Azov. L'oblast de Rostov, c'était 4 millions de personnes, c'est donc un pôle économique majeur. Je vous mets le rapport de 178 pages juste en dessous. Si vous voulez vraiment vous raligner à la sécurité et être dégoûté à vie des accidents et des comptes rendus d'enquête, je vous encourage à aller regarder page 77-78. On a des détails que l'on n'a pas d'habitude avec le bureau enquête-analyse, que ce soit civil ou défense, avec le nombre de morceaux récupérés, de morceaux humains et tous les détails qui sont associés, qui nous amènent d'ailleurs à comprendre qu'il y avait 62 personnes dans l'aéronef, plus un fœtus. Vous allez voir l'impact d'un crash à cette vitesse-là sur le corps humain, c'est vraiment pas beau. C'est pour ça que j'en parle pas. Page 77-78, ça devrait vous vacciner. Allez, revenons-en à notre vol. Il décolle, tout se passe bien, il monte au niveau 360, qui est une bonne altitude de croisière. Ils commencent à descendre et leur objectif, c'est de faire leur approche en toute sécurité. Or, comme souvent, eh bien, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Le premier point qui est relevé par le compte-rendu d'enquête, eh bien, c'est qu'il y a une erreur entre le QNH et le QFE. Les Russes fonctionnent au QFE, au Fox Echo, ils vous donnent la pression au niveau du terrain, là où le reste de l'univers travaille au QNH. Ils vous donnent la pression au niveau de la mer, comme ça vous ne fonctionnez pas en hauteur par rapport au terrain, mais en altitude par rapport au niveau moyen de la mer, le MSL, Mean Sea Level. Ce terrain est à 280 pieds, ça fait donc 10 hectopascales d'écart, écart que les pilotes ne voient pas, ils se retrouvent donc à aller de clearance en clearance à 280 pieds
au-dessus de l'altitude à laquelle ils sont censés voler. Ça ne prêtera pas à conséquence derrière, mais c'est un point intéressant. Il y a toujours des petites erreurs qui sont effectuées par les équipages et l'important, c'est de réussir à les détecter. Il y a également des petites erreurs avec le contrôle aérien, notamment à un moment, l'équipage qui passe le niveau 60 éclairé vers 600 mètres. Je vous l'ai dit, il parle en mètres, histoire de faire simple. Donc là, l'équipage doit regarder, faire des conversions. Ils annoncent 800 mètres et ne sont pas corrigés par le contrôle. Donc on éclaire à 600 mètres, il les collationne, on est autorisé à 800 mètres et le contrôle ne répond pas, ne les corrige pas. C'est principalement dû à des problèmes de compréhension et d'accent. Je vous rappelle qu'on a un Espagnol qui fait la radio, un Russe de l'autre côté qui fait nuit et que les conditions ne sont pas faciles. Et les radios, c'est pas de la 5G, c'est impacté par la météo souvent. Toujours est-il, ça ne gêne pas la trajectoire. L'avion se présente pour faire un ILS, donc Instrument Landing System, un système d'atterrissage aux instruments. Il va être guidé en axe, il va être guidé sur le plan vertical. Vous avez donc le localizer qui vous permet de savoir si vous êtes trop à gauche ou trop à droite, et le glide si vous êtes à la bonne altitude et sur la bonne pente. Ils interceptent donc le localizer. Quand ils interceptent le glide, début de descente, eh bien, ils sortent le train d'atterrissage, ça crée de la traînée, ce qui permet de se mettre en descente, et ensuite ils passent volet 15, volet 25, puis volet 30. Donc là, leur objectif, c'est d'avoir volet 30 et le train sorti. Maintenant, la météo est turbulente. Qu'est-ce qu'ils ont comme information? Ils ont comme information qu'il y a 8000 mètres de visibilité avec des réductions sous la pluie, qu'il y a une sortie de nuages aux alentours des 2000 pieds, qu'il y a une couche de nuages à 3000 mètres et que par moment, il y a des orages avec réduction de visibilité de l'ordre de 1000 mètres. Ce qui est bien mais pas top, mais c'est complètement légal de faire l'approche. Néanmoins, il y a du vent. À partir de là, comment est-ce qu'on pose un avion de ligne? On vient calculer, fonction de sa masse, une vitesse de référence, ce qu'on appelle la VRF. La VRF, ce jour-là, au vu des conditions de vol, est de 140 nœuds. Sauf que, à cause du vent, il va falloir calculer une VRF plus quelque chose. Et l'équipage va calculer que ce jour-là, il faut faire une VRF plus 10. Donc 140 nœuds, on va donc prendre plus 10, on va viser 150 nœuds. Or, leur calcul est faux. Leur calcul est faux, pourquoi? Parce que vous devez prendre la moitié du vent et rajouter toute la rafale. C'est ça que dit leur texte. Or, le vent qu'ils ont, c'est 11 mètres secondes. Je vous ai dit, il n'y a rien de simple. Hein. Il est 1h du matin, ils sont en train de faire des calculs, de conversion. 11 mètres secondes, rafale à 15 mètres par seconde. Donc, ils doivent prendre 11 mètres secondes, ils doivent prendre 20 nœuds, le diviser par 2, ce qui fait 10, très bien. Et après, il y a 4 mètres par seconde de rafale, ça fait donc x2, 8 nœuds. Et on se retrouve donc avec normalement 18 nœuds en plus, donc la vitesse recommandée, ce qu'il devrait utiliser c'est VRF plus 18 et donc avoir 158 nœuds lors de l'approche. Encore une fois, ça ne prêtera pas à conséquence, mais ce sont des points intéressants d'erreur lors de la première approche. À 22h40 et 40 secondes heure Zulu, le commandant de bord coupe le pilote automatique et coupe quasiment dans la foulée, la manette des gaz automatiques. Donc AP off, autopilot off, et l'automatic throttle off également. Sa vitesse va osciller entre 145 et 155 nœuds, et ils vont avoir depuis environ 2600 pieds des turbulences qui vont amener le facteur de charge à osciller entre 0,8 et 1,25 G. Donc ça bouge quand même pas mal, ils se font bien secouer, et en 737, voilà, le yoke bouge beaucoup. Pourquoi ils sont passés en manuel? Pourquoi le commandant de bord, qui est le seul autorisé à faire l'approche sur ce terrain, c'est des doctrines chez Fly Dubai, c'est un terrain compliqué, seul le commandant de bord peut poser l'avion. On ne sait pas, sachant qu'il est recommandé dans les textes de laisser un maximum d'automatisme pour pouvoir avoir du recul, réduire sa charge de travail et être plus efficace, prendre un rôle de monitoring et voir les écarts, laisser travailler la machine pour vous. Toujours est-il, le commandant de bord et la tête dans son HUD, il pilote son avion. À 22h41 et 50 secondes, ils sont à 1240 pieds sol. Ils annoncent qu'ils ont visuel sur la piste. À ce moment-là, ils sont à 7 km. L'avion est configuré, tout va bien. Visuel sur la piste, 22h42 et 2 secondes. Ils ont un warning wind shear ahead. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le radar météo embarqué qui a détecté que dans 10 à 60 secondes, on va se prendre un wind shear. À partir de là,
un équipage au taquet, moins d'une seconde après, un nouveau record, eh bien, ils partent sur la procédure wind shear, comme on a dit, la manette des gaz à fond, et on vient chercher la bonne attitude, et à ce moment-là, eh bien, on ne touche pas au train, on ne touche pas au volet. Qu'est-ce qui se passe? Un 737, tout comme tout bimoteur, c'est un monomoteur surpuissant. Je vous l'ai déjà expliqué sur la chaîne, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des aéronefs qui sont certifiés pour pouvoir, aux alentours de 180 km/h à masse maximum au décollage, perdre un réacteur, continuer leur accélération, décoller et maintenir une pente minimum pour éviter tous les obstacles sur un seul réacteur. Ce sont donc des avions qui peuvent très bien fonctionner, même réussir à décoller sur un seul réacteur. Ça vous donne une idée de la réserve énorme de puissance dont disposent ces aéronefs. Or, quand vous êtes en approche léger, on a dit qu'on peut faire du 80 tonnes, là ils sont dans les 55 tonnes, et que vous demandez à vos deux réacteurs de vous donner pleine puissance et que vous avez déjà 150 nœuds, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'avion accélère énormément. C'est pire que les deux petits moteurs sur la Tesla là, qui accélèrent et qui vous collent comme ça. C'est de la post-combustion sur avion de chasse. Ça accélère énormément. Un avion de ligne, dans ces cas-là, c'est surmotorisé, c'est surpuissant. Or, le pilote, l'humain derrière les commandes, là, il n'est pas habitué à gérer son aéronef face à tant de puissance, car de manière générale dans l'aviation, même au décollage, on n'utilise pas la pleine puissance des réacteurs pour ne pas trop consommer de pétrole et pour la maintenance. Donc on utilise rarement notre avion à 100-102% de sa puissance. Mais là, oui. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Ça accélère à fond. Et non seulement ça accélère à fond, mais en plus souvent les procédures de remise des gaz, elles laissent un petit peu à désirer, bonjour à DGAC. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles vous limitent très très vite en altitude. Typiquement, vous êtes à 1200 pieds, on vous dit remise des gaz, il faut aller chercher 2500, 3000 pieds. Ça veut donc dire que là, vous mettez pleine patate, le bestiau, il accélère à fond, vous commencez à tirer sur le manche. Là, qu'est-ce qui se passe sur 737 à cause de positionnement des réacteurs sous les moteurs? Vous avez un énorme couple à cabrer, ce qui se fait qu'en fait, à peine vous avez remis les gaz, que vous poussez physiquement environ 23 kg sur le manche, mais les deux mains, en fait, c'est une main comme ça, l'autre main sur les gaz. Donc là, vous poussez alors que vous êtes en train d'essayer de monter. C'est assez bizarre, mais c'est un avion, il faut faire avec. Il faut apprendre à le piloter, on est formé pour. Et donc là, énorme augmentation de la charge de travail. De manière générale, la remise des gaz, c'est toujours une grosse augmentation de la charge de travail. Vous étiez bien, vous étiez stable, tout va bien, et là, pouf! Allez, on change complètement, donc il faut s'être préactivé mentalement lors d'une approche à la remise des gaz, qui est beaucoup plus dure sur un avion de ligne que ce qu'elle peut être sur un DR400, un Cessna 172, ou même, faut être franc, sur un Rafale. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les ingénieurs qui ont fabriqué ces avions, ils ont un petit peu réfléchi au problème, et vous avez donc, quand vous êtes à l'automanette, un bouton où vous appuyez qui vous permet de faire la remise des gaz. Et dans ce cas-là, vous avez une remise des gaz avec une puissance qui ne vient pas se mettre à fond, qui vient se mettre à la puissance estimée nécessaire pour la remise des gaz, ce qui vous permet de faire une remise des gaz calme. Si vous appuyez une deuxième fois, ça va venir vous donner environ 97%. Sur 737, le seul moyen d'avoir vraiment la pleine puissance max, c'est vous mettez les gaz à fond. Mais bon, là ils sont en wind shear, c'est donc les gaz à fond. Sur Airbus, c'est la même philosophie, vous pouvez faire de la remise des gaz en fait basse énergie ou haute énergie. En plus, dans son HUD, le pilote, il a une sorte de ligne qui apparaît, qui vient lui dire quoi viser, qui vient l'aider à me prendre la bonne attitude pour sortir en toute sécurité de ce wind shear. On se retrouve avec un nez qui monte au maximum à 13,75 degrés, le commandant de bord qui pousse et qui se retrouve à devoir trimer vers le bas, parce que le trim vient vous aider à bien stabiliser le yoke, et il se retrouve à faire 4 secondes de trim vers le bas pour gérer un peu les efforts et se retrouver avec quelque chose de pilotable. Sauf que, on a un pilote qui est fatigué et qui fait un petit peu les choses dans l'ordre et non pas tout en même temps. Et malheureusement, dans l'aviation, sur une remise des gaz, il faut décoincer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Remise des gaz, plein gaz, ça monte. Il se retrouve à pousser. L'altitude de clearance arrive et il se retrouve à pousser pour ne pas dépasser l'altitude. Il n'y a personne au-dessus, hein, mais dans l'aviation, on aime bien tenir les altitudes prévues. Donc, il se retrouve à pousser pour ne pas se retrouver en infraction au-dessus de l'altitude de clearance de remise des gaz.
Mais on a un problème, c'est qu'au moment de la remise des gaz, en fait, ils avaient 160 nœuds. Ils étaient en volet 30, et les volets 30, la vitesse maximum, la VFE, c'est 175 nœuds. Donc à peine il commence à pousser, il est toujours plein gaz, que fait la vitesse? Elle augmente. Et là, le copilote, il lui dit attention à la vitesse. Et on se retrouve avec un badin qui accélère, un commandant de bord qui est toujours plein gaz, qui réduit un peu mais ça suffit pas, et une aiguille qui vient dépasser les 175 nœuds. Le Boeing est malin. Il va donc tout seul réduire les volets automatiquement de 30 degrés vers 25 degrés. Mais le temps que le pilote fasse toute sa sauce, on se retrouve à 83% au niveau des gaz, 182 nœuds, et un avion, encore une fois, qui veut continuer à accélérer. Une fois que le pilote a réussi à récupérer ses petits, on reprend la procédure, on rentre le train, et ensuite, on rentre les volets. Vous voulez rentrer le train avant les volets pour éviter d'avoir une alarme, configuration incorrecte. Si vous avez volé 30, mais le train rentré, ça va sonner. Attention, c'est bizarre, ton train devrait être sorti. Donc on rentre le train, ensuite on rentre les volets. L'équipage remonte. L'équipage va initialement se mettre en moyenne altitude et après va demander à faire une attente à plus haute altitude. Donc vous voyez une situation où tout va bien. Cette remise des gaz, on se retrouve à dépasser la vitesse des volets, on se retrouve derrière l'avion, grosse augmentation à charge de travail, et parce qu'il y avait très peu d'altitude à reprendre, parce que l'avion était déjà très rapide, ça peut vite surprendre le fait de mettre plein gaz. Il faut donc des fois faire hop, plein gaz, et dans la foulée, je réduis en fait. Alors pendant l'attente, ils vont voir ce que fait l'avion d'Aeroflot qui décide de se dégager. Ils savent que si eux-mêmes se dégagent, derrière ils vont avoir des soucis en termes d'amplitude. Même à un moment, le copilote dit si on fait ça, on va se retrouver à dormir dans l'avion. Il y a donc des soucis de prise de décision. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on se dégage? Discussion, ils décident d'attendre. Ils pensent que la météo va s'améliorer. Ils ont du pétrole. Ils se la jouent donc gagnante. Le commandant de bord prend un risque. Il se dit je vais essayer de me poser sur ce terrain et se met en attente. À un moment, le commandant de bord, il va aux toilettes. Il est donc remplacé dans le cockpit, car il faut toujours 2 personnes à bord depuis un crash dans le sud de la France. Et le copilote échange avec l'hôtesse en lui disant en gros, on est les seuls à attendre, c'est un peu dommage, c'est un peu bête. Et il est assez critique vis-à-vis de la compagnie et même vis-à-vis de la situation dans laquelle ils sont, mais il garde ses critiques pour lui, ne va pas les exprimer au commandant de bord. Ce qui est assez classique dans des cockpits où il y a un gros gradient d'autorité ou une culture d'entreprise qui vous amène souvent à pas trop oser exprimer, verbaliser votre point de vue. Toujours est-il, on a un petit débriefing. On a un petit débriefing en l'air, ce qui est très très bien, ce qui est très professionnel, avec le commandant de bord qui essaie de revenir sur sa remise des gaz, qu'il travaille un petit peu. Ça le travaille, pourquoi? Parce qu'il a conscience qu'il a dépassé la vitesse des volets, qu'il va devoir faire un rapport, ça fait plaisir à personne, et il a même tout un échange avec l'hôtesse, on voit qu'il a besoin de verbaliser ce qui lui est arrivé, il a besoin d'en parler, et ça le travaille, ça lui prend des cases mentales. Néanmoins, ils ont le temps pour bien se préparer, ils regardent les autres terrains, Kolgerod, Mineral Voidi, ils décident que s'ils ne peuvent pas se poser, ils iront à Mineral Voidi, ils recalculent les vitesses de référence, ils regardent encore une fois la procédure wind shear, qu'est-ce qu'on fait en cas de procédure wind shear, ils refont leurs petits calculs, l'avion s'allège, la nouvelle VRF est de 133 nœuds, ils regardent le vent, 14 mètres par seconde, maximum 18 mètres par seconde. Ils font leur petit calcul de VRF. Donc 26 divisé par 2 plus 8, ça fait 22. Or, le texte dit, la VRF, c'est plus 20 au max. Donc ils disent, VRF 133, retenue 153. Là, ils ont bon. Parfait. La remise des gaz. Si on doit remettre les gaz, on s'est fait avoir sur la première aire, il n'y a personne. On demandera directement au niveau 80. Comme ça, on n'a pas à s'arrêter aux 2300 pieds et ça nous laissera plus le temps de faire la remise des gaz. Ce sera moins la course en sac. Donc, ils apprennent de ce qui s'est passé juste avant, la VRF, également l'altitude de remise des gaz. Ils arrivent avec un plan, on tente notre approche. Si c'est pas bon, on va à Mineral Voidi. Ils recontactent le terrain, ils font leur approche. Ce coup-ci, ils ont le bon QNH. D'ailleurs, le commandant de bord se rend compte que sur le coup d'avant, il y avait un souci. Il dit, tiens, là maintenant, le QNH, c'est 998. Et là, on a un équipage qui est au taquet, qui est prêt, qui a briefé quoi faire en cas de remise des gaz avec wind shear et qui a un plan d'action en béton. Il est tard, mais ils sont bien redynamisés, ils sont au taquet. Ils passent 3800 pieds QNH, ils se font bien secouer, encore plus qu'avant, entre 0,7 et 1,4 G. À 210 nœuds, ils sortent le premier cran de volée. À 190 nœuds, ça sort les volets 5. Ils viennent intercepter l'ILS 22.
Ils préparent leur altitude de remise des gaz au niveau 80 si besoin. À minuit 36, ils sont établis sur l'ILS à 11,5 nautiques. Ils ont 2250 pieds, 166 nœuds, tout va bien. 2 minutes après, ils ont le glide sub qui est intercepté, ils sont à 7 nautiques, on sort le train, volet 15. À 38 minutes 55, on est en descente, 2165 pieds. Le commandant de bord, encore une fois, coupe l'autopilote, il pilote au HUD à travers sa visualisation tête haute. Le copilote, lui, à la tête dans le cockpit, il regarde les instruments classiques. Il passe volet 25. À 39 minutes 17 secondes, 1960 pieds, il déconnecte la manette des gaz automatique, il demande les volets 30, landing checklist, c'est parti, on lance la checklist, atterrissage. 1 minute 20 secondes après, ils arrivent à 1000 pieds sol, il l'annonce stabilizing à 1000 pieds, c'est-à-dire qu'il est en train de stabiliser l'avion. Pourquoi il n'annonce pas stabiliser? Parce qu'il est trop rapide. À ce moment-là, il a 163 nœuds. Il est légèrement haut et trop rapide. Ça fait beaucoup. Alors c'est un 737, c'est pas un 330 ou un Dreamliner, mais quand même. Je vous rappelle que la VRF c'est 133 et devrait, en corrigeant tout ça, être à 153. Il va donc faire une correction à la main pour essayer de récupérer le plan et de réduire également sa vitesse. Il passe sa manette des gaz à 65-70%. À ce moment-là, ils se prennent une rafale. La vitesse, elle fait 153 nœuds, puis elle monte à 168, et dans la foulée, 176. Rebolote les volets. Là, le commandant de bord, il annonce « go around ». Mais pourquoi? Pas à cause du wind shear, à cause du fait qu'il ne soit pas stabilisé. Mais qu'est-ce qu'ils ont briefé avant? Ils ont briefé leur go around wind shear. Je vous rappelle, ce sont deux procédures différentes. Go around classique, je remets les gaz, je rentre le train, je rentre les volets, on clean l'avion et on remonte. Go around wind shear, je maintiens l'intégrité de l'avion, je ne fais que piloter, ce n'est pas la même chose. Sauf qu'à ce moment-là, à cette époque-là, et c'est d'ailleurs un point de débriefing du compte-rendu, il n'y a pas verbalisé le type de go-around effectué. Donc le commandant de bord a son schéma mental, le copilote ne sait pas sur quel pied danser. Et donc le copilote va lui dire « Est-ce que tu veux que je rentre les volets ?» Maintenant, attention, on pourrait également considérer qu'au vu de l'augmentation en très peu de temps de la vitesse, en fait c'est un wind shear. Donc il est logique de vouloir faire une remise des gaz wind shear, il est également logique de vouloir faire une remise des gaz normale. Il faut donc décider, prendre le lead, l'annoncer, ce n'est pas prévu dans leur texte à cette époque-là. Le copilote est dans le flou, le commandant de bord pilote son avion. C'est donc à 1100 pieds QNH, 173-175 nœuds, volet 30, que la remise des gaz est initiée. Le copilote ne sait pas trop comment aider son commandant de bord et il va lui dire « volet 15 ». Je vous rappelle, on rentre les volets avant de rentrer le train pour éviter l'alarme. Et là, le commandant de bord, d'une certaine manière, perd le lead et va lui dire « Ok, volet 15 ». Le commandant de bord est au taquet parce que là, l'avion est encore plus léger. Il se retrouve à pousser sur le yoke avec une force de 23 kg avec une main, puisqu'il a l'autre main sur la manette des gaz. Il essaye d'avoir 10 degrés de pitch, mais il lui faudrait 15. Il essaye de faire la correction. Il monte à 18 degrés 5. Après, il redescend à 4 degrés. C'est un petit peu les montagnes russes. Hein, je vous rappelle qu'il est à la main. 0,43 G ressenti à un moment. Donc c'est ouh, il y a l'estomac qui remonte. Finalement, à 41 minutes 10, on se retrouve volet 15, 200 nœuds. Et encore une fois, on est trop rapide et donc le système, tout seul, va rentrer les volets à 10 nœuds, à 10 degrés, mais l'indicateur, le sélecteur, est toujours sur du 15 degrés. À 41 minutes 30, on est à 3350 pieds, 210 nœuds, les volets 10 et toujours à puissance maximum. Sauf que là, le pilote, il essaye d'alléger la masse, la charge au niveau du manche et il va faire du trim à piquer. Tout à l'heure, il avait fait 4 secondes, là, il fait 12 secondes de trim à piquer. Résultat, poussé à 23 kg, plus ces 12 secondes de trim à piquer, il se retrouve avec une attitude au niveau de l'avion qui se met à partir nez vers le bas, moins 0,3, moins 0,4, moins 1,07 G, c'est les montagnes russes. Du coup, tout le monde monte dans le siège, la poussière monte, tout ce qui traîne décolle, et on se retrouve à prendre du facteur de charge négatif de nuit au-dessus de la Russie avec un 737 et 62,5 personnes à bord. Là, le copilote, il commence à parler, il dit « Be careful, pull it », fais attention, il commence à essayer de lui donner des conseils. Et on se retrouve très rapidement 40 degrés nez bas, 280 nœuds, plein gaz, en accélération vers le sol.
À ce moment-là, on est à 2800 pieds. Je vous laisse faire les calculs. Ça accélère à 18 000 pieds minute, 91 mètres par seconde. Quelques secondes après, vous voyez les images d'une caméra de surveillance. C'est un boulet de canon qui arrive vers le seuil de piste et qui va s'écraser. Toute dernière seconde, le copilote essaie de tirer sur le manche. Ça ne peut pas passer, ça ne passera pas. Et tout le monde décède. On est passé d'une situation parfaitement en contrôle à la catastrophe en l'espace de quelques secondes. Alors juste avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre que les équipages sont entraînés aux remises des gaz. C'est des choses auxquelles ils sont entraînés au simulateur, qui peuvent effectuer également de temps en temps. On dit souvent qu'il n'y a pas assez de remises des gaz effectuées, ça veut dire que dès que vous avez un doute, il ne faut pas de doute, il faut remettre les gaz. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Comme je le disais tout à l'heure, l'avion n'est pas en faute. C'est purement en fait un souci de pilotage, de gestion des priorités, de gestion de la charge de travail de la part du pilote. Alors c'est beaucoup plus facile quand on est assis dans notre canapé. Pour quelqu'un qui est épuisé par des mois, voire des années de travail, qui se retrouve au milieu de la nuit à faire une approche avec des turbulences de partout, c'est beaucoup plus compliqué. Il avait conscience de sa propre fatigue, d'où sa volonté même de changer de carrière, de changer d'entreprise, un de ses derniers vols, mais il s'est fait avoir, et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui a pu amener notre commandant de bord à ne plus être étanche, comme on dit, et à se retrouver, à perdre toute conscience de la situation, à se retrouver dans des illusions sensorielles et à foncer plein gaz vers le sol avec un copilote qui n'a pas réussi à intervenir, à faire changer le cours des événements, alors que lui avait la bonne conscience de la situation. Là, je voudrais juste faire un tout petit pas de côté. Comme vous le savez, moi, je fais ma formation de ligne en arrivant directement du Rafale sur 737 MAX. C'est Air Canada qui a eu les premiers simulateurs au monde. Et lors de ma QT, lors de ma transformation sur la machine, mon commandant de bord, qui était en formation également, venait de l'Airbus. C'était un commandant de bord sur Airbus A330 qui voulait passer sur 737. Passer d'Airbus à Boeing. Le Boeing, dès qu'il y a une remise des gaz et qu'il y a un souci, il vous donne le contrôle direct de l'avion, c'est à vous de le piloter. Et je me suis retrouvé sur un simulateur dans exactement le même cas. On était en remise des gaz, c'était moi le pilot monitoring, comme là, comme le copilote, et mon commandant de bord fait la remise des gaz, et lors de la remise des gaz, on est monté à 22 degrés néo. Et moi, j'étais à côté, avec les mains juste comme ça, sans toucher le yoke, mais juste comme ça, et je regardais, je disais pousse, 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 et j'étais à 0,2 secondes, je pense, de reprendre les commandes. Mais ça restait encore, on va dire, quelque chose de cohérent, et il a réussi à reprendre les commandes de l'avion. Donc c'est quelque chose de connu sur Boeing, vous pouvez facilement vous faire avoir, c'est un avion, moi j'aime bien voir cet avion comme un gros Cessna, qui est très motorisé, dans ces phases-là et dont il faut se méfier en remise des gaz. Ça veut donc dire qu'il faut être au taquet lors d'une remise des gaz et bien piloter son avion, bien gérer ses tâches et bien travailler en équipe pour s'assurer de ne pas faire n'importe quoi. Donc ça passe par une bonne gestion de la profondeur, une bonne gestion des gaz et après le trim pour s'aider. Mais si vous commencez à tout faire de manière non structurée, c'est un avion qui ne vous pardonnera pas et on le voit dans ce cas-là, ça n'a pas pardonné. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Le gros point qui ressort déjà, c'est bien la turbulence, le vent, le wind shear. Quelque chose qui a vraiment pris de la charge mentale à notre commandant de bord. Il était vraiment accaparé par le risque d'un wind shear et il avait du mal à passer à autre chose après sa remise des gaz qui a fait dépasser la vitesse des volets sur sa première tentative. Ce qui ressort du compte-rendu, c'est son manque de préparation mentale à la deuxième remise des gaz. Donc ils en ont parlé, mais ça n'était pas extrêmement clair dans sa tête, sinon ça se serait mieux passé. Et surtout la perte de leadership du commandant de bord. En fait, tout vient, d'après les enquêteurs, et c'est vrai que c'est assez cohérent, du moment où le copilote lui demande s'il faut passer les volets 15. Le commandant de bord a un certain schéma associé au wind shear dans sa tête, et là en fait le copilote lui dit est-ce que je passe volet 15 ? Et il perd d'une certaine manière le lead. Et à partir de là, il se retrouve derrière l'avion, là où il était en anticipation, il se retrouve maintenant à courir après l'avion, après les événements, et là rapidement, il perd la conscience de la situation, de son attitude, la charge de travail est trop forte, il tunnelise pour piloter l'avion, il n'arrive pas à le verbaliser, il n'arrive même pas à l'intellectualiser, il se retrouve à piloter l'avion sans vraiment comprendre ce qui se passe, et à donc mettre tout le monde au tas. Et tout ça, eh bien, ça vient de la non-annonce du type de remise des gaz. Encore une fois, ce n'était pas prévu par les textes à cette époque-là, mais c'est quelque chose de très intéressant, ça permet de partager le plan à l'équipe. Et c'est indispensable pour permettre la synergie et la coordination de l'équipage. Là, la synergie, le CRM, le Crew Resource Management, a été impacté par le fait que les deux n'étaient pas d'accord, en fait, n'avaient pas partagé sur quel type de remise des gages est-ce que l'on fait.
Ensuite, derrière, il manquait de critères, le copilote, pour savoir estimer l'incapacitation mentale de son commandant de bord. Par exemple, dans les compagnies comme Air Canada, vous avez 3 calls à faire à l'autre pilote. Si au bout du 3e call, il n'a pas répondu, vous voyez qu'il n'est pas étanche. Et là, le commandant de bord ne lui répondait pas, parce qu'en tunnalisation mentale, vous avez du mal à communiquer, vous n'entendez plus rien. Eh bien, il aurait dû reprendre les commandes. Pourquoi est-ce qu'on est l'un à côté de l'autre? Dans un cas comme ça peut même servir, vous mettez une tatane, vous le faites lâcher les commandes, même physiquement, pour hey, « arrête », et ensuite, derrière, vous reprenez les commandes. Il faut être sûr de son coup, hein. Mais si vous voyez une situation comme ça, il ne faut pas hésiter. Et cette incapacitation mentale, eh bien, on le disait en ouverture, la fatigue n'a pas aidé. Le Rio-Paris, pareil, pire horaire, des équipages fatigués, cela n'a pas aidé. Je vous rappelle qu'il est du devoir, de la responsabilité du pilote de ligne d'arriver reposé pour son vol. C'est plus facile à dire qu'à faire. On a même vu sur cette chaîne qu'un pilote des Blue Angels s'est tué parce qu'il était fatigué avec un enfant en bas âge qui dormait mal. La fatigue peut tuer, et autant il est facile de faire un alcotest, autant il est très difficile d'être honnête envers soi-même vis-à-vis de notre fatigue. Et plus on fait des vols très fatigué où ça se passe bien, puis on a cette déviation de la norme qui ne devrait pas arriver et qui peut nous amener à l'accident. Personnellement, et j'en parle dans Au-delà du cockpit, moi je me suis blessé en vol, je me suis fait un coup du lapin, je me suis fait une dissection artérielle, et quelques jours avant, j'étais allé voir le médecin-chef de la marine et je lui avais dit attention, on a un tel rythme dans mon unité, c'est moi qui fais de l'activité, mais j'ai des contraintes qui viennent de mon chef qui sont telles que je trouve qu'on fait trop bosser les mecs et nos amplitudes c'est n'importe quoi. Le médecin-chef m'avait répondu « Votre commandant assume ». Et j'étais reparti inquiet pour mes gars, mais sans jamais penser que c'est moi qui pouvais me blesser. Et quelques jours après, en meeting aérien, c'est moi qui me suis blessé sur une erreur de placement, principalement due à de la fatigue accumulée, tout simplement, dont je n'avais pas conscience. Et donc c'est vraiment ça qui est important, on dit que la tunnelisation, c'est un tueur silencieux, mais la fatigue également. Et c'est très difficile d'être honnête envers soi-même par rapport à cette fatigue. Et j'ai voulu débriefer cet accident parce que vous voyez comment un pilote avec 6000 heures de vol peut se retrouver à ne plus savoir piloter parce que la fatigue accumulée à une grosse charge de travail, accumulée à un sentiment de culpabilité d'avoir fait une erreur qui peut être perçue comme une faute et qui peut amener une sanction un peu plus tôt, fait que vous n'êtes plus dans le moment et vous n'êtes plus aligné à votre métier, à votre tâche. Résultat, vous pouvez vous retrouver désorienté. Et c'est juste quelques secondes. On est en train de parler de 20 secondes de désorientation sur 6000 heures de vol, mais c'est ce qui vous amène à l'accident. Comment est-ce qu'on évite ça? En remontant à la source, toujours pareil. Et là, le tout premier voyant, c'est la fatigue. Ensuite, c'est le travail d'équipage, partager son plan, partager sa vision, et ensuite derrière, c'est la gestion des priorités, la gestion des bases. Et le point important, c'est quoi? Lorsque vous êtes fatigué, aidez-vous au maximum des automatismes. Retirez le pilote automatique, retirez l'automanette. Ils ne mettent pas vraiment en avant dans le compte-rendu, mais à moins vraiment que ce ne soit pas possible à cause des conditions météo, et c'était possible que ce soit ça, la raison pour laquelle il a voulu les garder à la main, mais vraiment, essayez d'utiliser l'informatique pour vous soulager en termes de charge de travail, parce que vous savez que ça va vous prendre des points d'énergie, et quand vous êtes fatigué, c'est comme le pétrole, eh ben, il faut savoir bien l'utiliser. Plus important pour un pilote de chasse ou même un pilote de ligne, souvent c'est la gestion de l'énergie de l'aéronef, la gestion du pétrole. Dites-vous bien que quand vous cramez du pétrole, quand vous mettez de l'énergie à gauche, à droite, vous brûlez ce pétrole, et que quand on n'a plus de pétrole, on dit to burn fuel, quand vous n'avez plus de pétrole à utiliser, you're left burn out. C'est vrai pour votre aéronef, c'est vrai pour vous-même également. Évitez ce burn-out, sachez utiliser les automatismes, sachez donner de la charge de travail aux autres. Là, le commandant de bord n'avait pas le choix que de faire l'approche à cause de la réglementation de sa compagnie sur ce terrain, mais sachez déléguer pour mieux gérer votre propre aéronef et votre énergie. En définitive, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Eh bien que Fly Dubai doit augmenter le training par rapport à l'utilisation du trim. Il ne faut pas trimer pendant 12 secondes sur cet avion. Que le head-up display, la visualisation tête haute, doit être utilisé à gauche, mais également à droite, qu'il en faut 2. Ça évite que un commandant de bord soit tout seul la tête dans sa visualisation tête haute et que le copilote lui soit un peu à l'extérieur du loop, si je puis dire, ne voit pas la même chose. Ensuite, il faut améliorer la symbologie du HUD. En tant que pilote, vous êtes formé, habitué à mettre
Le marron en bas, le bleu en haut, ce qui vous permet d'éviter les illusions sensorielles. Ça a sauvé des vies sur Rafale et dans plein d'avions de chasse. Les illusions sensorielles, ça tue. Ça a tué sur F-35, ça a tué sur Rafale. C'est extrêmement dangereux. Si vous ne comprenez plus ce qui se passe dans votre HUD, passez la tête en bas et regardez votre horizon secours ou votre horizon. Et c'est le bleu en haut, le marron en bas. Ensuite, sensibiliser les équipages au 0G ou au G négatif. C'est pas pour rien qu'il faut bien s'accrocher dans l'avion. Définir des critères d'incapacitation psy. On a vu que ça a manqué au copilote pour prendre ses décisions. Ensuite, derrière, toujours annoncer le type de remise des gaz quand elle est effectuée. Going around wind shear, going around tout court, si c'est la remise des gaz classique. Et ensuite, derrière, mettre un process en place pour l'utilisation, la durée d'utilisation du trim. Voilà ce qui en ressort. Moi, je voudrais vraiment insister sur la notion de fatigue. Et n'oubliez jamais qu'en tant que pilote, vous avez demandé la responsabilité, vous devez l'assumer. Et quand on monte dans l'avion, c'est parce qu'on estime qu'il y a 100% de chances pour qu'on puisse accomplir la mission en toute sécurité. C'est notre engagement envers nos passagers, envers leur famille, envers nous-mêmes. C'est indispensable, et même envers nos propres familles. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. J'espère que ce débriefing vous a plu. Il y avait pas mal de choses à dire. Ça a pris pas mal de temps. Merci au monteur, hein, c'est pas évident. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous voulez parler sécurité, si vous parlez leadership, followership, hein, là on voit du côté du copilote, on pourrait le débriefer pendant des heures, mais même c'était quelque chose qui était ressorti lors de ces évaluations. Il n'était pas assez directif si besoin envers son commandant de bord, c'était ressorti sur ces simulateurs. Il faut avoir des équipiers qui sont créateurs de valeur. On le voit bien dans Top Gun, l'ouverture de Top Gun, Maverick est l'équipier et c'est lui qui va ramener son leader avec un leader qui va moins bien. C'est exactement ce qui s'est passé sur ce vol Fly Dubai. Vous avez Cougar qui est notre commandant de bord, qui ne va pas bien. Eh bien, c'est à Maverick, c'est au copilote, c'est au follower de faire preuve de followership, de comprendre ce qu'on attend de lui et de savoir mettre la casquette de leader tactique si besoin, de reprendre les choses en main et d'aider son commandant de bord, d'aider son leader pour le bien du succès de la mission et des armes de sa nation. C'est la même philosophie dans un cockpit, c'est la même philosophie en entreprise, c'est ce qu'on amène d'ailleurs dans les conférences. N'hésitez pas à venir faire un tour sur debrief.org, on fait des séminaires, des team building, des conférences, on a du e-learning, des livres. Allez, j'arrête là, à très vite sur la chaîne et fly safe. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21e siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps.